Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de Business et Décision. Nous allons aujourd'hui vous parler d'un sujet particulièrement intéressant. C'est un retour d'expérience sur un projet de mise en place d'une Customer Data Platform. Alors, vous apprendrez ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas et vous aurez surtout donc l'avis de notre client, Nutrition et Santé, qui a bien voulu participer et même du directeur de projet de chez BID qui va nous raconter comment ça s'est passé. Alors, voici donc les invités qui ont bien voulu venir vous échanger tout cela. Donc, Yann Beer de chez Nutrition et Santé. Bonjour Yann. Bonjour Eric, bonjour à tous. Bonjour. Alors là, c'est formidable. Hein. Cette fois-ci, c'est moi qui interroge le client. Donc, ça, c'est toujours très, très agréable. C'est l'inverse. Voilà. Et puis Arnaud Chapy de la société Imagino, qui était la solution choisie et mise en place. Bonjour Arnaud. Bonjour Eric, bonjour à tous. Et Jean-Philippe, donc le directeur de projet de chez Business et Décision, qui a piloté brillamment le projet, qui va nous raconter comment ça s'est fait. Salut Jean-Philippe. Bonjour Eric, merci de m'avoir invité et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, en 30-35 minutes, voilà ce que nous allons faire. Nous allons donc vous exposer bien entendu le projet de mise en place d'une Customer Data Platform chez Nutrition et Santé avec toute l'équipe, qui sera là d'ailleurs pour répondre à vos questions à la fin. Donc, pendant qu'on vous expose tout ça, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat qui est mis à votre disposition pour que l'on puisse y répondre à la fin. Et puis, on vous présentera un peu la plateforme Imagino, bien sûr, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'outil, de son historique et du potentiel. Auparavant, pour ceux qui ne nous connaissent pas, petit rappel de qui est Business et Décision. Donc, Business et Décision, nous sommes une direction spécifique du groupe Orange Business. Alors, ce groupe est quand même une belle entité, puisque nous sommes la troisième ESN désormais en France. Et au sein de ce groupe, Business et Décision est le spécialiste du traitement, de l'analyse, de la préparation, etc., de la donnée. Tout ce qu'on peut faire autour de la donnée, nous faisons. C'est marqué ici, data science, data gouvernance, pilotage, architecture, sécurité. Nous sommes présents à peu près dans toute la France. Donc, un peu partout, vous pouvez nous joindre, trouver des équipes commerciales, trouver des experts, et nous serons heureux de vous aider. Mais aujourd'hui, nous allons parler donc de l'usage des données dans un cadre spécifique. C'est le cadre de l'expérience client et donc de la personnalisation à travers les Customer Data Platform. Vous le savez, nous faisons des événements réguliers, en général toutes les semaines. Et donc voici déjà pour votre agenda personnel les deux prochains. C'est en général le mardi, hein, c'est pour ça que ça se voit. Le prochain, donc, c'est avec Michelin, notre retour d'expérience, et avec nos experts ensuite sur le pilotage, la gouvernance des données. Sujet clé dont on a tous besoin. Si vous voulez être tenu informé de nos événements, discuter avec nos experts, rejoindre la communauté, c'est ici, hein, vous cliquez, vous utilisez le QR code et vous pourrez rejoindre notre communauté sur LinkedIn. Voilà, ça c'est dit. Alors, premier intervenant, le plus important pour connaître le contexte, c'est Yann Beer de chez Nutrition et Santé. Yann, je vais te poser pas mal de questions, ou plutôt je vais t'en poser 3, et comme ça je vais ensuite te laisser la main. La première question, c'est bien sûr le contexte. Est-ce que tu pourrais, Yann, nous rappeler un peu qui est Nutrition et Santé, parce qu'on connaît vos marques, mais pas forcément le groupe. Ensuite, si tu veux bien, on serait intéressé pour savoir pourquoi vous avez fait le projet. Alors, je crois que c'est un changement de paradigme hein, dans votre manière de travailler votre marketing. Et puis, comment vous y êtes pris? Est-ce que vous avez lancé un gros appel d'offres classique éditeur, ou est-ce que vous avez voulu faire une approche différente cette fois? Yann, vas-y. Merci Eric, merci pour l'introduction. Bonjour tout le monde. Oui, je vais présenter rapidement le groupe Nutrition et Santé. C'est un groupe agroalimentaire français. On est basé dans le sud de Toulouse, à Revel exactement. Et du coup, on opère sur 4 business units, 4 marchés en Europe, la France, l'Italie, l'Espagne et le Benelux. On a un portefeuille de marques assez étendu, plus de 30 marques que vous connaissez sûrement, notamment Gerblé, Cereal Bio, Gerlinea, et puis dans d'autres pays
comme l'Espagne par exemple, Bicentury. Aujourd'hui, on a une distribution historiquement assez classique, retailer, avec aujourd'hui encore 85% de notre business qui est fait en magasin, physique ou drive. Et puis depuis quelques années, une présence plus forte sur la partie digitale avec une partie de notre business qui est fait en digital. Notre modèle donc classique, on va dire avant 2019, c'est une vision centrée sur le produit et sur le marché et une volonté d'avoir une vision différente et qu'on shift un peu entre cette vision marché et une vision aujourd'hui expérience avec entre les deux évidemment une vision conso. Donc ce changement de paradigme, il a impliqué de la restructuration interne, des nouveaux projets, dont le projet dont on va parler aujourd'hui et qui était très central et très important pour le groupe. Du coup, on avait des problématiques assez spécifiques, hein. On est un groupe industriel, donc on a peut-être une présence digitale et une façon d'aborder le digital forcément moins forte que des DNVB ou des startups. On a un portefeuille de marques, comme je l'ai dit, très important, avec une hétérogénéité forte entre les pays, entre les marques, donc ça rajoute de la complexité. Un groupe aussi, ça veut dire des outils qui sont parfois utilisés dans certaines BU, pas d'autres, et un besoin de rationalisation. Et on arrivait avec beaucoup d'humilité sur cette problématique de vision expérientielle à horizon 2023. Lorsqu'on a fait le projet, il a commencé en 2021. Et du coup, on s'est posé la question comment on allait aborder le sujet. Et au lieu d'aller finalement aller voir chacun des éditeurs, alors qu'on n'avait pas forcément la connaissance, on est allé chercher un intégrateur, donc business et décision, avec des use cases, avec des besoins. Et on a pris finalement l'outil et la solution qui répondait exactement à ce qu'on voulait faire. Si tu peux passer sur la D'accord, l'accompagnement, ok. Ouais. Donc c'était très important pour nous d'aller chercher cette partie accompagnement. Est-ce que tu peux changer de slide, Eric, s'il te plaît? Oui. Merci. Donc en fait, ce qu'on a fait était assez simple, hein. On s'est posé sur où on voulait aller, quelle était la vision, quels étaient les use cases. Donc 4 grandes briques pour nous: développer le e-business et le D2C sur certaines de nos marques, booster le ROI média sur des marques comme Gerblay, qui sont des marques aujourd'hui très connues avec beaucoup de dépenses médias, d'avoir un meilleur targeting, un meilleur mix entre l'off et le online. Évidemment, la connaissance conso qui était une des pierres angulaires et une des étapes importantes du projet. Et puis augmenter, comme je vous dis, l'efficacité et la performance intra-équipe, rationaliser aussi les coûts. Et comme on partait de loin, finalement, on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup d'aller regarder quelque chose autour d'un outil CRM, ou est-ce qu'il vaut mieux, finalement, vu notre complexité et vu notre hétérogénéité et les besoins qu'on a, pour essayer d'embrasser finalement une agilité sur le long terme, d'aller directement sur une Customer Data Platform. Et ça a été la réponse de Business et Décision lorsqu'on est allé les interroger. Et du coup, on a vraiment cette CDP qui nous permet d'être un socle de référence pour la donnée conso aujourd'hui. Ok. Et cette CDP, vous l'avez choisie avec les critères qu'on voit là, c'est ça? C'est-à-dire, voilà, sur le choix d'Imagino, alors quand on fait un appel d'offres intégrateur, forcément, on a plusieurs éditeurs voilà, chaque intégrateur arrive forcément avec un choix de solution. Et ce qui nous a vraiment plu et ce qui nous a fait choisir Imagino et l'intégration via BED, c'est d'abord la capacité à délivrer nos use cases. Lorsqu'on a fait la démo, c'était la plateforme qui répondait le mieux à nos use cases. On n'est pas allé chercher, essayer de faire des use cases qui n'étaient pas les nôtres ou dont on n'avait pas l'ambition à date. Ça, c'était vraiment important. On avait une notion de time to market qui était très importante aussi. On avait beaucoup de pays, on avait des choses à lancer très rapidement et il fallait que le delivery soit assez rapide. Et ça, Imagino et BED nous le garantissaient. On avait aussi la volonté, comme je vous l'ai dit, d'avoir un écosystème qui soit finalement agnostique et qui nous permette de se brancher avec des outils existants et de pouvoir être évolutif sur le temps, de pas aller dans un outil qui nous emprisonne d'une certaine façon. Évidemment, il y a aussi une notion d'outil en soi et Arnaud vous le présentera tout à l'heure, mais Imagino, c'est une vraie CDP native. C'est un vrai outil qui a été créé pour ça et qui donc vraiment fait bien le job sur ce qu'on lui demande.
C'est pas un outil qui a évolué ou qui est un ancien TMS ou une ancienne DMP. Et ça, c'était important pour nous parce qu'on avait un focus sur l'activation CRM. Et donc, c'était important d'avoir un outil qui fasse vraiment bien le job et qui soit excellent dans ce qu'il faisait. Et évidemment, comme pour tout projet, il faut quand même que derrière, il y ait du ROI. Et on a pu, grâce à Imagino et BED, calculer un vrai plan de ROI grâce à tous les use cases qu'on allait pouvoir mettre en place. Et du coup, avoir un plan sur 3 ans et qu'on va pouvoir renouveler dans les prochaines années. Donc voilà, c'était finalement un écosystème de choix. Mais le choix a été assez clair pour nous lorsque les démos ont été faites et lorsqu'on nous a présenté les outils. D'accord, merci. Alors en fait, c'était un projet assez ambitieux, parce que vous vouliez tout faire mettre en production dans les 6 mois. Là, j'ai envie de m'adresser à Jean-Philippe, directeur de projet côté BED. 6 mois, ça tenait. Comment tu t'y es pris? Bonjour Eric, bonjour à tous. Donc effectivement, par rapport aux attentes du client, donc de section santé, d'une part, par rapport au périmètre, on rappelle que c'est donc une intégration d'une CDP multi-pays, multilangue. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, on est venu avec une approche sur 2 ateliers, pas 2 ateliers, mais 2 chantiers en parallèle. Donc, on avait un premier chantier qui est un chantier qui s'appelle court terme, qui permet d'avoir un retour sur investissement rapide dans un contexte prédéfini avec 2 use cases, qui étaient les paniers abandonnés et les anniversaires sur un pays pilote, qui était la France. Et puis, en parallèle de ça, on est venu avec un autre chantier qui est ce qu'on appelle le chantier long terme et qui, lui, va permettre de poser les fondations qui vont permettre finalement de préparer la CDP à acquérir de nouveaux marchés, de nouveaux use cases, pour permettre justement de libérer toute la puissance de la CDP. Après, d'un point de vue projet, effectivement, on retrouve un ordonnement assez classique. Sur le chantier long terme, on va retrouver finalement les workshops, qu'ils soient techniques, pour préparer tout ce qui est les connectivités entre l'ASTP et les sources et les destinations de données, d'une part, et puis les workshops aussi métiers fonctionnels, où là, notre but est de comprendre, d'être au plus proche du métier pour connaître leurs besoins et savoir comment configurer et paramétrer la CDP pour répondre à ces besoins actuels et futurs également. Et puis, quelque chose qu'on aime bien faire aussi sur ce type de projet, c'est un accompagnement. On a ce qu'on appelle l'évangélisation. Ce sont des petites réunions hebdomadaires qui permettent d'une part de maintenir le contact avec les personnes du métier, aussi de les amener au fur et à mesure sur la plateforme, ce qui fait que, en plus des formations qui ont lieu en fin de projet, on a ces petites piqûres de rappel, on voit des thèmes particuliers, ça permet d'approfondir des questions, de répondre aussi à certaines, et puis de pouvoir amener tout le monde sur le bateau et progresser au fur et à mesure. Et puis en fin de chantier, finalement, on a bien sûr tout ce qui est delivery et les tests UAT. Donc voilà, en 2 mots, effectivement, ces 2 chantiers en parallèle qui ont été utilisés, cette approche-là qui a été utilisée pour ce client. D'accord. Alors, Philippe, je vais te poser une petite question. On est entre nous. Moi aussi, j'en ai vu et fait quelques-uns des projets, mais il y a toujours des challenges, des imprévus, des trucs qui clochent ou qui… T'en as eu sur ce projet? Alors oui, ce serait un peu mentir si effectivement, dans un projet, il y a toujours des petits accros, des points d'attention. Alors sur ce projet-là, je pense à 2 points d'attention. Il y a le premier où effectivement, Imagino dispose d'un certain nombre de connecteurs natifs qui permettent d'accélérer les connexions entre l'outil et les différentes sources et destinations de données. Et l'une d'elles était Magento, qui existait déjà en tant que connecteur côté Imagino, mais qui, dans le contexte d'une nutrition et santé, avait un paramétrage un peu différent. Résultat des courses, on avait une certaine lenteur pour récupérer les données. Et là, finalement, la force, comment ça a été corrigé, c'est qu'on a fait appel à Imagino, qui sont très rapides dans les sociétés, à son propre département de recherche et développement. Ils sont extrêmement rapides pour répondre à ce type de problématique. En moins de 2 semaines, ils nous ont fourni une nouvelle version de ce connecteur qui permettait de résoudre ce problème. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, finalement, c'est plus lié aux données en elles-mêmes. C'est parce que les clients sont souvent assis sur une montagne de données, c'est un véritable trésor. Et Imagino, c'est un prisme qui va permettre de mettre en lumière ces différents trésors, de pouvoir les activer pour des use cases métiers. Et lors de la mise en place, la configuration d'Imagino, pour l'un des cas métiers, on s'est rendu compte que la date, par exemple, d'anniversaire n'était pas facilement exploitable, on va dire. Donc, ça a permis de mettre ceci en lumière, de contacter les personnes en charge de la source correspondante et de faire des corrections dans la source.
En résumé, je dirais que on peut avoir effectivement des points d'intention dans un projet, mais c'est pas tant le fait d'avoir des points d'intention, c'est plutôt la façon dont c'est résolu et qui permet de garder un planning consistant et de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse continuer à avoir les dates de livraison garanties. D'accord, d'accord. Le projet, la fin du projet était officielle plutôt en juin, je me souviens, c'est là où j'ai pu participer à cette réunion de fin de projet. Et depuis, Yann, qu'est-ce que vous aviez qu'est-ce que vous avez comme autre sujet ou chantier prévu sur le sujet? Maintenant que la mise en prod est faite, c'est quoi la suite ou c'était quoi la suite Oui, pour le vous? timing a été respecté. On est passé dans une phase de run. Déjà, la solution est très facile à utiliser. Arnaud le représentera juste après, mais pour des équipes plutôt métiers qui n'ont pas forcément prise MIT ou très technique. Donc ça, c'était important. Donc on est assez autonome sur la plateforme. Aujourd'hui, on a 3 gros chantiers. On a des grosses un gros avantage d'Imagino, c'est la capacité à gérer donc cette data multi-source et à pouvoir l'exposer ensuite pour faire de la data vise. Ça, c'est super bien parce qu'on peut beaucoup travailler, préparer la donnée, l'exporter facilement, l'exposer facilement. Donc ça, c'est tout un use case qu'on avait aussi de notre côté. Ensuite, on a par exemple un programme nutritionnel aujourd'hui qu'on est en train de lancer avec Gerlinéa sur la France et on utilise Imagino pour du temps réel, peu de l'orchestration de données pour gérer tout ce programme-là qui est assez complexe, en totale autonomie, puisqu'on n'a pas besoin d'intervention extérieure. Et ensuite, on a aussi sur pas mal de marques tout un programme de lead generation avec des sources différentes, avec des programmes de welcome qui sont différents et de l'orchestration de données aussi qui doit être faite de façon très très fine en temps réel. Et aujourd'hui, on a cette capacité-là avec la plateforme. Ok. J'ai entendu 2 mots, bon, le Power BI bien sûr, mais les cas d'usage, c'était comme ça que tu avais lancé le projet et puis c'est comme ça que vous l'avez piloté avec Jean-Philippe. Donc en gros, l'ensemble du projet a été piloté par les cas d'usage, j'ai bien compris, et le modèle de données, a été spécifique et c'était un point clé, hein. Si je me tourne Oui, vers Arnaud cette fois-ci, vas-y, oui. non, c'est exactement ça. C'est que dans le C'est ça, hein. projet, je rajoute juste ce qu'avait dit Jean-Philippe, c'est que dans les chantiers courts et long terme, il y a eu quand même toute une phase de plusieurs mois où il fallait verrouiller ce modèle de données et c'était Ouais. très important d'être accompagné là-dessus. Ça me permet de faire le lien avec Arnaud, hein, de chez Imagino, parce que je crois que le modèle de données, le traitement des données, la préparation, enfin, c'est le cœur du métier, enfin, c'est l'un des points forts de votre plateforme et même du métier, la CDP, non? Oui, merci Eric. Effectivement, on va réexpliquer du coup un peu ce que c'est qu'une question data plateforme et cette logique de modélisation, on va dire, de la vision client. Elle est en effet spécifique d'un projet à l'autre et c'est, on va dire, un des sujets qui différencie une CDP par rapport à un CRM. Hein, voilà. Les gens souvent me demandent, alors c'est un CRM, c'est une CDP? Non, alors un CDP, c'est pas un CRM. Une CDP, ça a 2 objectifs important. Le premier objectif, on en a parlé avec Yann et Jean-Philippe, c'est effectivement d'arriver à connecter, à collecter et réconcilier toute la donnée que possède une marque sur ses contacts clients, prospects, et d'amener cette vision client 360 dans les mains d'utilisateurs marketing pour que dans un premier temps, ils puissent déjà commencer à comprendre, à maîtriser leurs données. Voilà. Et quand on parle de données, on parle aussi bien de données transactionnelles, achats, contrats, abonnements, que de données digitales, qu'elles viennent du site web, de l'e-commerce. Voilà. Donc l'objectif d'une CDP, ça va dans un premier temps de rassembler toute cette information, de gérer la complexité de connexion et d'amener et de construire une vue 360 qui va supporter derrière les différents cas d'usage et qu'on soit effectivement, je dirais, un acteur du retail ou un acteur de l'hôtellerie, on va construire une vision client qui sera différente et qui soutiendra les aspects de cas d'activation métier. Et puis, dans un deuxième temps, ou en parallèle, comme l'a fait Jean-Philippe sur le projet, puisqu'évidemment, on peut paralyser le projet, on a aussi pour vocation à aller transformer cette donnée en action marketing. L'idée étant d'amener du ROI, de la valeur, hein, à travers ces projets-là. Et donc, pour cela, on va procéder généralement en 3 étapes. Une phase de découverte des données, de connaissance client, dont Yann vient de parler, hein, comprendre qu'est-ce qu'ils font, la segmentation, la classification, les nouveaux clients, les anciens, les dates anniversaires. Voilà, tout ça va être de la connaissance client. Et cette connaissance, on va s'en servir
pour aller créer des audiences, des segments et in fine aller activer ces audiences dans différents cas d'usage au travers de différentes plateformes. Donc une CDP, elle a bien pour vocation d'aller se connecter à des sources de données, les rassembler et activer des audiences dans des différents cas d'usage. On va se connecter à tout un tas d'outils. Voilà un petit peu sur la présentation de cette CDP. Si je parle plus particulièrement d'Imagino, donc une société que j'ai donc cofondée il y a 5 ans maintenant. Donc voilà, c'est une société qui développe aujourd'hui une technologie de CDP, mais la société est aussi connue au travers de ses 3 fondateurs, puisque j'ai la chance d'avoir créé société avec mes 2 anciens patrons de Neolane. Hein. Neolane, c'était un outil de gestion de campagne marketing qui avait connu un certain succès à la fois en France et à l'international dans les années 2010-2020. Voilà, c'est une société que j'avais créée donc avec Stéphane Dehoche-Woudalier et avec laquelle déjà on travaille beaucoup avec Business Decisions puisque BED était un des principaux intégrateurs de cette solution en France. Donc solution qu'on a revendue à Adobe en 2013 qui est toujours et qui existe toujours. Hein, on développe des choses pour durer chez Imagino aussi. Donc voilà, la solution est commercialisée sous le nom d'Adobe Campaign aujourd'hui. Et donc c'est la même équipe qui s'est réinventée et qui a décidé de réattaquer ce sujet de la data et de l'activation marketing. Voilà, mais le monde a changé. On n'est plus obligé de faire comme avant, construire une base de données spécifique. On peut maintenant passer au travers d'une CDP pour aller activer toute la donnée client. Donc, Imagino aujourd'hui, c'est une 50aine de références. Hein. J'en parlerai dans un instant pour vous montrer un peu ces différents clients. Si on essaie de retourner un peu maintenant plus dans le sujet de la CDP, qu'est-ce qu'on cherche à faire par rapport aux marques, hein? On a parlé de cas d'usage, on a parlé d'architecture technique, mais au-delà de ça, quels sont les grands enjeux qu'on va trouver, nous, d'un point de vue de la R&D pour développer notre solution? La première chose qu'il faut penser quand on travaille une CDP, c'est qu'on doit rendre les équipes marketing autonomes. Une CDP, c'est un sujet technique, hein, oui, rassembler la donnée et l'activer, mais nous, nos utilisateurs, ce sont des gens du marketing, et donc il ne faut pas qu'on leur expose du code, hein, par exemple, pour aller travailler les données, sinon ce serait un projet informatique. C'est pas ce qu'on essaye de faire. Donc l'objectif, c'est de faire rentrer les gens du marketing dans la solution pour les rendre autonomes, pour qu'ils puissent comprendre et activer leurs données clients. Ça veut dire que dans les interfaces de la solution, dans la façon dont on travaille notre UI à nous, on veut faire des choses qui soient le plus simples possible et la plus efficace, voilà, pour des gens qui ne sont pas des spécialistes de l'informatique, mais qui veulent travailler sur des cas d'usage. Le deuxième point qui est très important, c'est que la data, c'est compliqué. Hein, voilà, on parle de facilement faire des connecteurs avec des data lakes, de la navigation web, du Magento, des bases de données, des ERP. La réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on découvre des nouvelles sources, il y a une complexité sous-jacente. Chacun expose une API ou pas, c'est par fichier, c'est par XML, c'est par SQL. Voilà. Pour nous, notre promesse est de dire, peu importe ce qu'on trouve, on va trouver les moyens techniques d'aller chercher ces données et la rassembler dans Imagino. Alors l'idéal, évidemment, et c'est ce qui est en train de se produire de plus en plus souvent, c'est que les entreprises mettent en place des data lakes, du big data, donc c'est dans du Google, dans du Snowflake, dans du Azure. Donc ça, c'est formidable parce que c'est des architectures qui sont aujourd'hui très ouvertes, sur lesquelles on peut vraiment, nous, facilement consommer la donnée. Donc on a des connecteurs qui sont particulièrement performants avec ces solutions-là, hein, et on vient du coup valoriser, c'est ce qu'on écrit, hein, l'architecture cloud du client. Mais il faut pas rêver, dans certains cas, la vraie vie, c'est aussi qu'on doit faire avec des systèmes beaucoup plus legacy, beaucoup plus anciens, beaucoup plus fermés, sur lequel on va passer de l'API à l'événement, au fichier in fine, parce que parfois on peut pas faire autrement. Voilà, donc c'est ce sujet-là de l'architecture évidemment qui est sous-jacente. Gérer la complexité, effectivement Jean-Philippe, on a un peu parlé avec notre petit sujet Magento qu'on a vécu chez Nutrition et Santé. Même quand on a un connecteur standard avec une technologie comme Magento, eh bien d'un client à l'autre, on peut se retrouver avec du spécifique. Qui a été mis en place à bon escient par Nutrition et Santé pour gérer ses propres cas d'usage. Et donc ça veut dire que des fois, même avec du standard, on arrive et oui, mais le champ date il n'est pas fait pareil. Ah mais oui, mais telle donnée n'est pas de bonne qualité, telle donnée n'est pas disponible complètement. Et donc, effectivement, avant d'aller amener la donnée dans la plateforme de CDP, on doit avoir exposé un certain nombre de fonctionnalités de traitement de données qui vont finalement gérer la qualité, le remplissage des blancs, la normalisation et, in fine, voilà, être capable de résoudre la promesse qu'on a amenée dans la CDP. Donc ça, c'est un petit sujet sur la qualité, la normalisation. Et puis enfin, effectivement,
effectivement, l'objectif de la CDP, c'est de créer de la valeur. Hein. Ne l'oublions pas, Yann en a parlé. Ces projets sont pilotés par le marketing pour générer de la valeur. Et donc, la notion d'attribution, d'ailleurs, la notion de calcul du ROI est aussi une composante de la CDP. Je veux pouvoir activer des données dans différents canaux. Et d'ailleurs, je veux mesurer en retour quel a été l'impact de ces différentes campagnes dans la création de chiffre d'affaires. Donc, le moyen, voilà, là aussi, va varier en fonction qu'on fasse du marketing direct, en fonction qu'on fasse des réseaux sociaux, des campagnes médias. On va avoir un certain nombre de dispositifs à mettre en place d'ailleurs pour calculer la valeur. Alors, si je rentre un peu dans le détail, Eric, des fonctionnalités d'Imagino, on va retrouver un petit peu ce qui a conduit notre entretien jusqu'à présent. Les deux premières briques étant des briques un peu techniques, qui sont gérées par les équipes de B&D au départ du projet, et in fine aussi par les équipes techniques du client, parce qu'on a eu, on parle pas, mais la DSI de Nutrition et Santé a été aussi très impliquée dans ce projet et très efficace d'ailleurs. Donc la première étape, c'est effectivement d'utiliser tous nos connecteurs pour aller faciliter la couche de collecte des données clients. Donc, on en développe plus de 150 voilà, qui vont adresser un peu toutes les technologies qu'on trouve principalement sur le marché. Il y en a toujours des nouvelles. À chaque nouveau projet, on tombe sur des nouveaux connecteurs à développer. C'est normal. Hein, le monde de l'écosystème marketing, il est très diversifié. Donc là, actuellement, avec Jean-Philippe et B&D, on travaille sur un autre projet sur lequel on a dû se connecter avec un autre outil Adobe. Voilà, on l'avait pas prévu avant. On constate au moment du projet qu'il faut le faire. Et c'est la force d'Imagino, c'est qu'on a la main sur notre R&D et qu'on peut développer des choses, même si on les avait pas au départ en cours de route. Voilà. Donc, on va connecter l'écosystème. D'ailleurs, on va travailler la donnée pour l'amener dans cette vision 360. Donc là, on va en fonction des projets faire un peu ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire normaliser la donnée, gérer des processus de qualité, constituer au sein d'Imagino une vision unifiée du client. Donc ça veut dire qu'on va devoir travailler sur des règles de déduplication, d'unification. Voilà, peut-être Yann Beer, il est client dans plusieurs points de vente, il est client sur l'e-commerce, il est client sur le service client. C'est autant de contacts qu'il va falloir qu'on réunifie dans la plateforme pour amener une vision unifiée et unique du contact. Et puis, il faut savoir quand même qu'on a tout un tas d'autres sujets rigolos à gérer dans ces projets. Évidemment, le consentement. Évidemment, on parle de données personnelles dont on doit être conforme au GDPR. Voilà, tout ça est prévu dans la plateforme. In fine, cette vision client, une fois constituée, va permettre effectivement d'aller calculer des indicateurs, d'aller calculer ce qu'on appelle des agrégats dans la plateforme. Donc, il nous faut des dates, il nous faut des paniers moyens, il nous faut des segments RFM, il nous faut tout créer à partir des données sources des indicateurs qui vont permettre au marketing d'être plus efficace dans leur ciblage, leur segmentation. On va pouvoir exporter et exposer toutes nos données pour aller faire de la BI, pour aller faire des choses un peu sophistiquées là-dessus. Et puis derrière, surtout, on va constituer tous nos segments, toutes nos audiences, et les envoyer aux outils d'activation. Et donc, ce que je disais là un petit peu en introduction, c'est qu'on a plusieurs familles d'outils d'activation. On va trouver les outils classiquement de CRM, marketing direct, donc tous les outils de gestion de campagne chez Nutrition et Santé, Sendinblue, mais ça peut être de Adobe, ça peut être du Selligent, ça peut être du Salesforce. Voilà, on a autant quasiment d'outils que de clients sur ces domaines gestion de campagne marketing. Accessoirement, Imagino développe sa propre brique de gestion de campagne. Donc, si l'outil en place n'est pas satisfaisant, on peut aussi venir le remplacer avec une brique de gestion de campagne. Ça va vraiment être une partie des cas d'usage. Dès lors qu'on a l'email ou l'adresse, le nom de contact de la personne, on peut renvoyer par des canaux directs. Mais parfois, on n'a pas le consentement. Par exemple, l'email. On peut avoir le contact, son nom et son prénom, mais pas son consentement. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, c'est là où peuvent intervenir, par exemple, toutes les audiences qu'on peut envoyer aux réseaux sociaux pour aller retrouver un contact également sur Google, sur Facebook, en faisant passer un identifiant email haché. Voilà, c'est des choses qui existent. Et puis, quand on n'a vraiment rien, c'est-à-dire ni le nom, ni le prénom, ni qu'on a juste un cookie, on peut toujours faire quelque chose. On peut aller aussi réactiver des audiences sur des médias pour aller réactiver des audiences anonymes. Donc, le taux de match, on va pas se mentir, diminue. Moins on a de données fiables et connues sur un client, et moins on peut avoir de match sur un individu. Mais malgré tout, la CDP a bien pour vocation d'aller animer tous ces canaux de communication.
Alors, d'un point de vue Imagino, avec qui on fait tout ça? Et ce sera mon dernier slide, hein, de présenter un peu ces différents clients. Depuis donc 2 ans, on commercialise cette plateforme. On a une cinquantaine, je disais, de clients en France. Aujourd'hui, on s'étend sur l'international, mais notre pays d'origine, c'est la France. Un des premiers clients, on l'a fait ensemble, hein. On a déjà eu l'occasion de travailler avec Jean-Philippe, déjà il y a 2 ans, sur un compte client qu'on a en commun qui est Clarins, voilà, qu'on connaît de très longue date. Et puis, depuis ce premier client, voilà, on a eu l'opportunité d'en signer des nombreux. Alors, ici, on parle d'un cas d'usage en particulier. Ce que je disais un peu en introduction, c'est qu'Imagino peut travailler et s'adapter à tout un tas d'industries, puisqu'on construit le modèle de données, la vision client 360 qui correspond à l'organisation du client. C'est pour ça qu'on peut aussi bien travailler avec des gens dans l'industrie comme Toyota, où on va parler de véhicules, de concessions, de moteurs, d'offres, etc. On peut aussi travailler avec des gens dans l'hôtellerie, où on va parler de réservation, on va parler de consommation Wi-Fi en hôtel. Alors, les données sont très différentes. On a des gens comme le groupe Schmitt qui fabrique des cuisines, des gens dans les RATP qui ont des abonnements à des lignes de train et de métro, donc et des gens dans le média comme Le Monde. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont très variées, mais tous ils ont en commun ce besoin pour le marketing de reprendre le contrôle de sa donnée et de l'exploiter dans tout un tas de cas d'usage. D'ailleurs, effectivement, on peut peut-être parler un peu de Schmitt, puisque c'est un des clients qu'on est en train, je dirais, là, un des projets qu'on est en train de terminer avec BD, justement, avec Jean-Philippe. Eh ben, Jean-Philippe, alors, qu'est-ce qui se passe chez Schmitt? Tu nous racontes? Mais ça se passe bien, hein, il faut le dire. Hein. Effectivement, sur le slide, on voit qu'il y a un certain nombre de références. Hein. Bon, parmi ces références, il y a bien évidemment le groupe Schmitt. Donc ça, c'est un projet, on en parle aujourd'hui parce qu'ils sont en train de monter en production. Déjà, comme tu le soulignais, Arnaud, il y a voire même une excellente réception de l'outil pour côté marketing. Donc là, on insiste vraiment sur le fait que c'est un outil qui n'est pas pensé pour des développements ou autres. Hein. C'est vraiment pensé pour le métier. C'est vraiment les gens du métier qui vont en tirer parti. Donc là, une bonne réception de cet outil-là. C'est un périmètre qui s'apparente un petit peu sur nutrition et santé. On est venu avec une approche similaire. Hein. Ils ont plusieurs marques, Schmitt, Cuisinella. Ils ont plusieurs pays, l'Espagne, la France. Donc voilà, ils sont en train de migrer l'ensemble de leur campagne sur Imagino. Ça se fait ce mois-ci et ça se poursuivra encore le mois suivant. Ça, c'est pour l'actuel. Et puis après, ils ont encore plein d'idées avec Imagino, hein, les emails transactionnels, des codes promotionnels uniques, personnalisés, l'intégration de nouveaux marchés, enfin voilà, et plein d'autres choses encore, mais c'est à la discrétion du client. Ça, c'est pour Schmitt. On a d'autres clients ici. Hein. Donc, Clarins, tu l'avais cité, Arnaud, ça, c'est le client historique. Hein. On a également APEM, hein, qui, eux, sont vraiment dans le domaine du B2B, hein, alors que Schmitt, c'est plus du B2C. Mais voilà, ça fait partie des clients qu'on peut citer, par exemple. D'accord, donc on est un peu dans tous les domaines. Alors, il y a quelques questions qui sont là, que je vais donc vous poser, puisque moi j'ai accès à la liste des questions des auditeurs. Alors, une question pour Arnaud, Imagino. Est-ce que vous avez des fonctionnalités spécifiques pour relancer les paniers abandonnés? Ah oui, alors effectivement, la relance du panier abandonné, qui paraît simple en l'exprimant comme ça, mais qui, quand on détaille les cas d'usage, est souvent plus compliqué que ça a l'air, hein, fait partie des cas d'usage qu'on peut activer dans Imagino. Hein. Donc effectivement, on va non seulement être capable d'aller détecter qu'il y a un panier abandonné, bon ça généralement c'est exposé soit par l'outil d'e-commerce auquel on a accès, hein, soit dans notre tag, hein, si l'outil e-commerce ne le gère pas. La difficulté dans la relance du panier abandonné, ça va être d'aller chercher au moment où on va renvoyer le message, hein, déjà qu'on ait bien le consentement et le compte du contact qu'on veut relancer, et surtout d'aller chercher ce qu'il y avait dans le panier, les produits, s'ils sont encore en stock, et les prix. Voilà. Donc c'est tout ça qu'on doit aller chercher et qu'on doit amener à l'outil de gestion de campagne pour que derrière, je dirais, il puisse envoyer à intervalles réguliers. J'ai évité de le faire en temps réel, hein, tant qu'à faire. Hein, voilà, le message sur la relance. Donc oui, ce sont des cas d'usage qu'on fait, et d'ailleurs Nutrition et Santé, c'est un des premiers qu'ils ont mis en place. D'accord. Il y a une question qui demande des précisions sur ce que vous avez en intégration avec Google et Meta.
Eh bien, en fait, il y a beaucoup d'intégration. Google, c'est à la fois une source d'information et un outil d'activation, hein. Donc, c'est une source parce que tout ce qui est autour de BigQuery aujourd'hui, du cloud Google, hein, il y a des clients qui font, d'ailleurs, Schmidt, c'est le cas, hein, qui font le choix d'aller déverser énormément d'informations là-dedans. Donc, évidemment, pour nous, ça devient une source d'information principale pour activer la donnée. Donc, on a un connecteur natif temps réel, hein, avec tous ces environnements Google BigQuery. Mais à l'autre bout, c'est aussi un outil qui permet de faire de l'activation et sur les réseaux sociaux et Google Ads aussi. Donc, on a deux types d'intégration, on va dire, en sortie. Soit, je crois que ça s'appelle Customer Match. Enfin, c'est la partie, en fait, réseau social, hein, où on va faire passer un identifiant qui est un email haché et un certain nombre de colonnes pour aller retrouver l'individu dans l'écosystème Google. Et puis, quand on a que le tag Google Ads, hein, on peut aussi renvoyer vers l'environnement Google Ads pour aller retargeter des visiteurs anonymes dans l'environnement Google. Et Meta, alors Meta, c'est juste de l'activation, hein, pour le coup. Il y a pas ça n'expose pas, ils n'ont pas de cloud où ils stockent les données. Donc là, c'est une activation qui est un peu la même que je viens de décrire sur Google, à la fois sur le réseau social, qui du coup est tout l'environnement Meta, donc c'est à la fois Facebook, puis Instagram, et puis également sur la partie média. D'accord. Une autre question, c'est pour toi, Jean-Philippe. Est-ce que tu as, en tant que directeur de projet et puis avec tes expériences, des enseignements à nous partager, des recommandations un peu pratiques? Alors, pour ce type de projet, en fait, les points clés, hein, c'est effectivement déjà d'avoir une bonne définition des cas métiers à prendre en compte, hein, parce que chaque client a son contexte. Et on doit vraiment, nous, en tant qu'intégrateurs, en prendre connaissance, pas seulement pour les cas métiers qui doivent être mis en place le jour J, mais également les cas métiers futurs, hein. C'est vraiment libérer la possibilité de la plateforme. La plateforme est vraiment extensible, hein, donc on peut très bien venir avec un périmètre restreint au début et puis après permettre d'ajouter des sources, des destinations à cette plateforme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur ce type de projet, c'est effectivement l'engagement, hein. C'est vraiment être à côté du client. Alors, ça peut sembler être un terme valise, mais concrètement, c'est ce que l'on fait avec ces réunions d'évangélisation. On est à côté du client, on répond à ces questions, on les microforme, on leur fait faire des actions dans l'application pour justement pérenniser leurs acquis, pour leur permettre de manipuler et de se sentir beaucoup plus à l'aise le jour des formations et pouvoir prendre l'outil en main plus rapidement. D'accord. Eh bien, je vais me permettre de donner le mot de la fin à Yann en lui posant la même question, hein. Merci Yann d'avoir voulu participer à sur votre expérience. Est-ce que toi-même, de ton côté, tu as des enseignements ou des conseils que tu voudrais partager à l'auditoire? Oui, alors, de conseils, comme disait Jean-Philippe, je pense bien préparer son projet. Je pense pas trop regarder ce que font les voisins, mais se concentrer sur ce que nous, on a besoin. Parce qu'on a trop souvent voulu prendre, on a tous fait cette erreur, prendre des outils parce que on offrait mon et merveilles, mais finalement, c'était pas nos use cases, c'était pas notre façon de faire. Voilà, donc bien préparer ce projet. La data, c'est pas quelque chose sur lequel on peut faire trop d'itérations et d'évolution. Une fois que le modèle de données il est là, c'est pas quelque chose il y a l'évolutivité sur les use cases, oui, mais son modèle de données, il faut quand même bien le penser au début. Donc ça, c'est vraiment important, contrairement à d'autres projets plus web, on va dire. Et puis pour moi, il y a une question aussi de feeling, d'une certaine façon, de trouver les outils et les personnes qui vont nous accompagner, avec qui on sent que voilà, il y a de la confiance. Parce que quand on gère du projet, on gère aussi de l'humain et voilà, la relation qui a été avec BD et Imagino tripartite, elle a été super et ça a été une des forces du projet, à la fois dans l'accompagnement de Jean-Philippe et des équipes très premium et puis la réactivité d'Imagino. Et aujourd'hui, la liaison entre la phase projet avec BD et le run avec Imagino, la transition s'est faite super facilement parce que depuis le début, ça fonctionne bien. Il n'y a pas chacun dans son précaré qui va venir dire moi je veux faire ci, moi je veux faire ça. Donc ça c'était vraiment important. Donc ouais, il faut vraiment choisir l'outil et les équipes qui nous correspondent et pas forcément celles qui nous promettent forcément le plus entre guillemets. Et puis en interne aussi avoir des gens dédiés et que chacun soit. Moi j'étais sur un périmètre assez fonctionnel, j'ai été aidé aussi avec quelqu'un en interne qui était plus technique et avoir un binôme, ça fonctionne bien aussi sur ce genre de projet. Voilà. Super. D'accord. Merci Yann, merci de tes recommandations, puis merci de nous féliciter, ça fait toujours plaisir. Merci Arnaud, merci Jean-Philippe.
Merci à tous d'avoir bien voulu nous suivre et de partager vos questions. Donc, si vous voulez continuer à rester en contact avec nous, en plus de LinkedIn, vous pouvez vous abonner à notre blog où il y a toutes nos actualités, nos communications et nos retours d'expérience. Merci beaucoup à tous et bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Excellente journée, au revoir.